Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Ma nouvelle invitée est Mélanie Garrido, qui est administrateur du MAS Sud-Ouest. Cet épisode très complet répond aux questions que vous pourriez vous poser sur le MAS. Quel est son objectif ? Comment mettre en place cette démarche ? Et surtout, en quoi son approche pratique permet de faire progresser drastiquement le management de la sécurité et de l'environnement. Sur ce, je vous laisse profiter de mon entretien avec Mélanie Garrido. Bonjour Mélanie Garrido, merci d'être présente dans cet épisode du partage d'expérience en prévention des risques. Comment allez-vous ? Très bien. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter aux personnes qui ne vous connaissent peut-être pas ? Oui. Donc Mélanie Garrido, je suis entre autres, ma fonction c'est chargée de mission en santé, sécurité, environnement. Et je suis l'administrateur de l'association MAS Sud-Ouest. Je suis de Bordeaux, donc voilà, nos bureaux sont là-bas. Et je suis l'administratrice depuis 12 ans maintenant. D'accord. Alors, du coup, on va pouvoir commencer directement par présenter le MAS et en quoi il peut aider les entreprises. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la mission que s'est donnée le MAS ? Tout à fait. Alors, c'est une démarche de progrès qui est assez simple et assez efficace, la plus efficace possible. On a un fonctionnement par association locale et une association nationale. L'objectif, c'est l'amélioration de la sécurité, de la santé, de l'environnement des entreprises au travers d'un système de management qui doit être adapté à l'entreprise. Ça, c'est primordial. L'objectif, c'est mieux s'organiser, mieux communiquer et améliorer les conditions d'intervention des collaborateurs, mettre en place un langage commun afin de progresser et gérer les risques liés à la coactivité, puisque nous sommes une association d'entreprises au service des entreprises, entre les entreprises utilisatrices, qui sont les clients donneurs d'ordre, et les entreprises intervenantes. Voilà. Le système commun MAS-UIC, c'est vraiment une initiative d'entreprise à l'origine, avec un objectif de faire progresser la sécurité sur le terrain, sur les sites industriels, puisqu'on a une histoire industrielle, et de proposer à toutes les entreprises, tous les métiers, tous les effectifs possibles, une démarche de progrès. Et justement, vous avez parlé de l'UIC et l'histoire du MAS. Initialement, ça vient de l'industrie chimique, si je ne me trompe pas. Oui, au départ, c'est vraiment des industriels. Alors, le nord, le sud, chacun se bat, mais c'était il y a déjà plus de 20 ans. Au départ, c'était une évaluation des systèmes d'audit des sous-traitants sur le terrain. Et ce système d'évaluation, petit à petit, s'est transformé en un référentiel. Donc, le MAS est plus ancien. Suite à l'accident d'AZF, il y a eu Franchimie, anciennement l'UIC, qui a mis en place une habilitation qui était le DT 78, avec là aussi une démarche sécurité. En 2008, les deux référentiels ont décidé de s'associer parce qu'ils étaient très proches. Il faut voir que dans le sud-ouest, on avait principalement le DT 78 et dans les autres régions, vous aviez les deux certificats qui concernaient les entreprises. Donc, certains avaient deux certifications. Donc, association des deux en 2008 et création de l'association MAS Sud-Ouest en parallèle, puisqu'on n'avait pas d'association locale sur notre territoire. Les adhérents étaient obligés d'aller sur MAS Atlantique ou MAS Étang de Berre, à l'époque, c'était son nom. D'accord. Et en termes d'acteurs, alors donc vous êtes l'administrateur du MAS Sud-Ouest. Aujourd'hui, ça fonctionne avec des personnes qui donnent de leur temps, un peu de leur temps pour faire fonctionner l'association. Et vous êtes comment ça fonctionne finalement pour les personnes qui travaillent dans le MAS ?
Oui. Alors, les associations ont leur propre budget de fonctionnement, donc ça, il faut le savoir, qui sont uniquement les cotisations des adhérents, entreprises intervenantes et entreprises utilisatrices. Il n'y a pas de subvention particulière. Après, l'association locale fait le choix ou pas d'avoir un salarié. Nous, en Sud-Ouest, ce n'est pas le cas. C'est une sous-traitance avec une entreprise. Mais ça, c'est transparent pour les adhérents, peu importe. Donc, vous avez le poste d'administrateur. L'administrateur, il peut y en avoir 1, 2, 3, suivant la taille des associations. Ça, c'est vraiment le poste qui fait fonctionner l'association. On le verra dans le détail si besoin, le détail de nos missions au quotidien. Après, le reste, c'est une volonté des entreprises de contribuer au fonctionnement des associations, mais c'est totalement bénévole, que ce soit par un apport financier ou un apport humain. Les gens qui contribuent au conseil d'administration, parce que ce sont des associations classiques, comme l'équipe de foot du quartier, on a un conseil d'administration qui élit un bureau avec un président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier. Tout ça, c'est bénévole. C'est l'entreprise qui met à disposition ces personnes pour faire fonctionner les associations, de même que les comités de pilotage. Donc, quand on dit que les entreprises amènent des moyens financiers, mais pas que, c'est des moyens humains aussi pour y contribuer. D'accord. C'est donner de son temps pour faire progresser finalement les autres entreprises adhérentes de l'association. Alors, par exemple, une des missions de l'association, c'est le comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'est l'instance qui délivre la certification. Un audit est réalisé par un auditeur qui vient restituer devant le comité de pilotage et c'est le comité qui est composé des entreprises élues de l'association qui délivre les certifications. Donc, c'est une réunion à minima mensuelle. On peut, selon les régions, délivrer de 10 à 50 certificats par mois. Nous, en Sud-Ouest, on a une capacité de 30 dossiers, 30 restitutions par mois. C'est une journée par membre de comité de pilotage par mois de présence pour assister à cette instance. Entre autres, on les sollicite pour le conseil d'administration. Donc, il y en a 3 à peu près par an. Des réunions de bureau pour les élus. Le président de l'association a un rôle primordial dans notre fonctionnement et dans la démarche de promotion de l'association. Donc lui, ça peut être, on l'avait chiffré avec notre président actuellement, c'est à minima une journée par mois de travail avec l'association. Voilà, on peut les solliciter pour réaliser une plaquette métier, pour des tables rondes, pour faire la promotion du MAS Sud-Ouest chez un potentiel prospect entreprise utilisatrice ou auprès des instances comme la CARSAT, l'OPP-BTP. On les sollicite quand même de manière assez intense par moment. Donc, c'est vraiment bénévole. Et quand l'entreprise décide d'adhérer à l'association, elle ne le fait pas juste pour avoir son nom sur une liste. C'est vraiment une implication à tous les niveaux. Et justement, alors, avant d'attaquer sur l'implication pour les entreprises, justement, en termes, vous avez parlé de prospects, donc des entreprises qui vont adhérer. Quel type d'entreprise vous accompagnez et vous faites adhérer à l'association? Alors, il y a 2 niveaux. Il y a les 2 catégories d'entreprises. Il y a les entreprises utilisatrices et les entreprises intervenantes. Donc déjà, il faut faire la distinction entre les deux. La certification, c'est plus la cible des entreprises intervenantes. Même si aujourd'hui, on voit qu'on a des entreprises utilisatrices qui vont vers cette démarche de certification par rapport à d'autres. Bon, voilà, ça c'est déjà un premier point. Notre objectif, il est d'agrandir l'association de tous les côtés, du côté des entreprises utilisatrices, parce que c'est elles qui vont amener avec elles dans l'association un volant d'entreprises intervenantes. Et l'objectif, c'est quand même de faire baisser l'accidentologie. Donc, plus on aura d'entreprises intervenantes et entreprises utilisatrices dans nos associations, plus les démarches de progrès s'étendront sur des métiers, sur des secteurs d'activité, et plus l'accidentologie baissera. La finalité, elle est quand même là. C'est pour ça qu'on assiste à des conférences, à des salons comme Préventica, où on va essayer de toucher d'autres secteurs d'activité, d'autres métiers.
Alors du Voilà. coup, pour repréciser ma question, c'est vrai que j'avais cette notion en tête de utilisatrices et des entreprises qui sont plutôt des entreprises, on va dire, prestataires. Oui. Je veux dire, au niveau des entreprises que vous allez certifier, du coup, les entreprises prestataires, elles sont de quel type? Elles sont de toute taille ou elles sont ou plutôt, ça va déjà être d'une PME assez conséquente? De toute taille, de toute activité. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là pour obtenir une certification. Aujourd'hui, sur le MAS Sud-Ouest, on va de l'artisan qui est seul Mhm. à l'entreprise par exemple, de gardiennage ou de nettoyage avec 1200 à 1500 salariés. D'accord. Donc là, on est sur tous les métiers. Il n'y a pas de contrainte. On a des agences d'emploi temporaires, des agents qui font de l'élagage. On a aussi l'Office national des forêts, hein, l'ONF, qui est dans l'association. Par exemple, sur des métiers plus anecdotiques où on ne penserait pas qu'ils se lanceraient dans ce type de démarche, euh, qui a quand même une culture assez industrielle dans la chimie. Mhm. Voilà, on a tout effectif, tout type d'activité et tout secteur d'intervention. Le bâtiment travaux publics est vraiment un secteur qui a, depuis une dizaine d'années, explosé et qui a vraiment lancé des démarches massives de certification parce qu'ils y ont trouvé un intérêt et vraiment ont fait baisser leur accidentologie. Ça, je pense que ça fait quand même partie des grosses forces du MAS, justement, de pouvoir parler à tout le monde, toutes les tailles d'entreprise. Et voilà, un artisan tout seul qui puisse se mettre dans ce type de démarche, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres systèmes aujourd'hui qui soient adaptés à cette taille d'entreprise. Et enfin, je pense que vous en êtes conscient, mais c'est vraiment, pour moi, quelque chose assez important et qui fait vraiment progresser la sécurité parce que justement, si on prend l'exemple d'un artisan, je pense que lui, il a plusieurs objectifs et parmi ceux-là, les priorisations au niveau de l'amélioration de la sécurité et de l'environnement, elle est peut-être pas primordiale justement pour son activité, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ça les rassure. Ça rassure les entreprises quand il ne faut pas se leurrer. La plupart des adhérents rentrent dans l'association parce qu'au départ, elles ont eu une demande d'un client. Il y a une obligation légale derrière cette certification MASUIC, c'est que pour intervenir sur des sites classés Céveso de seuil haut de la chimie, vous devez avoir une certification en matière de sécurité. Et les industriels de la chimie ont choisi le MAS et adhèrent au MAS pour ça. C'est un accord, hein, c'est l'accord avec France Chimie. Donc la plupart du temps, ils viennent parce qu'ils ont une demande d'un industriel d'adhérer à la démarche et d'une petite structure de moins de 10 salariés qui se dit, bon, je sais qu'en général, c'est plus une contrainte. Ben, nous, on va leur montrer que c'est une opportunité d'amélioration. Et surtout, ce n'est pas une norme. On n'a pas forcément besoin d'avoir une compétence, d'avoir un préventeur qui sait déchiffrer une norme, qui sait lire entre les lignes. Le MAS est assez directif. Je ne sais pas si vous l'avez feuilleté, hein, Ouais, mais ouais. vous avez l'exigence dans le référentiel et en face, vous avez le questionnaire d'évaluation et vous avez aussi un outil qui sont les conseils de mascotte où on va vous détailler, vous expliquer ce que c'est par exemple le bilan SSE, hein, la revue direction par son petit nom. On a aussi le fonctionnement en association, c'est-à-dire qu'on on reçoit les entreprises, que ce soit de la petite structure à la grosse structure, on les accueille quand elles rentrent dans l'association. On leur explique quelles sont les attentes du référentiel, d'un futur auditeur, comment sera l'audit au renouvellement, vraiment quels sont les points indispensables sans lesquels il ne pourra pas passer l'audit. On n'a pas un rôle de conseil, on n'est pas consultant au niveau de l'association, mais on est quand même là au départ pour leur expliquer la démarche, pour les amener à l'audit. Ça les rassure, une structure qui n'a pas de compétences HSE en interne parce qu'elle a moins de 5 salariés, elle se retrouve avec son référentiel tout seul, mais il y a quand même le support de l'association pour les accompagner. On met aussi au service des adhérents une veille réglementaire, des conférences, des ateliers. Donc, c'est très rassurant
pour une petite Et, structure d'adhérer au MAS. et justement, alors vous avez bien répété que le MAS n'était pas une norme. Néanmoins, vous avez quand même expliqué il y avait un audit pour être certifié MAS. Donc comment on peut différencier finalement le MAS d'une norme comme maintenant l'ISO 45001 ou une autre norme, du coup sur l'environnement, ça va être la 14001, mais en quoi le MAS diffère de ces deux normes? Alors, je pourrais en parler pendant des heures parce qu'il y a beaucoup de différences et de points communs. J'invite les gens à consulter sur le site internet du MAS une étude qui a été faite de comparaison avec l'OPP-BTP pour garantir son caractère factuel et objectif. Mais ce qu'il en ressort, c'est que MAS est plus orienté opération, travaux, maintenance, avec la notion de coactivité. C'est moins conceptuel qu'une norme. Voilà. Pour être assez simple, sans rentrer dans le détail, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est qu'en fait, vous pouvez très bien ne pas avoir une compétence HSE en interne et décrypter le MAS, alors qu'on sait très bien qu'une norme, il vaut mieux quand même avoir une compétence sur les normes en général, hein, que ce soit la 14 000, la 9 000, la 45 000. C'est plus simple à déchiffrer et plus opérationnel. D'accord. Ben, je connaissais pas ce comparatif là qui a été fait par Oui. l'OPBTP, mais du coup je mettrai le lien en description de l'épisode. Je pense que ça va être très intéressant et du coup très convaincant pour les gens qui consulteront cette étude. Et tout à l'heure vous avez dit en introduction que le MAS était la démarche la plus efficace qui est pour améliorer la sécurité et l'environnement. Est-ce que vous avez peut-être un exemple pour nous expliquer en quoi c'est vrai? Alors là aussi, sur le site, on affiche nos résultats. C'est primordial. Il faut savoir qu'on demande aux entreprises de nous fournir leurs résultats sécurité tous les semestres sur 12 mois glissants. Donc, on peut montrer des résultats. Et ce qui est assez flagrant, et on l'affiche comme ça, vous partez du taux de fréquence avec les accidents avec arrêt, hein, le taux de fréquence 1 de la caisse d'assurance, hein, qui est à peu près à 20,6. Et pour une entreprise certifiée qui a eu au moins 4 fois 3 ans de certification, on est à 11,5. Voilà. Donc, on s'aperçoit que plus l'entreprise avance dans sa démarche de certification, plus ses résultats s'améliorent. Et ça, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à mesurer l'efficacité de notre système de management. C'est l'évolution dans le temps. On peut D'accord. pas, c'est pas une baguette magique, hein, mais en tout cas, on affiche nos résultats et on sait que c'est efficace. Donc, si je prends une entreprise qui est là depuis 20 ans, forcément, ses résultats seront meilleurs qu'une entreprise qui est là depuis 3 ans. Tout à fait. Hmm. Après, on a justement un travail qui est en cours avec l'ICSI, l'Institut pour la culture de sécurité, sur justement ce petit palier qui parfois arrive pour les entreprises qui sont à 3 fois 3 ans, 4 fois 3 ans. On arrive à un palier et on n'arrive pas à aller au-delà et faire baisser encore cette accidentologie qui peut être un peu résiduelle. Il y a tout un travail en cours sur la culture sécurité et les comportements. On a étoffé nos conseils de mascotte avec, je crois, 9 conseils supplémentaires liés au comportement et vraiment à la culture qu'on doit déployer dans l'entreprise. Et il y a un énorme projet qui a été mené avec MAS Normandie Île-de-France Centre et l'ICSI qui sera déployé l'année prochaine sur des modules des modules e-learning pour toutes les entreprises de l'association pour progresser sur ces sujets-là. Parce qu'on le voit, et toutes les entreprises, celles qui ont des démarches assez anciennes, au départ, on met en place des choses, donc il y a une amélioration qui se fait quasi instantanément. Tout ce qui va être audit de terrain, outils d'échange comme les quarts d'heure sécurité, les causeries, etc. Il y a plein de choses dès le départ qui font progresser les comportements et la sécurité dans l'entreprise. Mais arrivé à un moment, il y a un seuil qui est difficile à franchir. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui sont arrivées à ce niveau-là et qui ont mis en place des méthodologies. Il en existe plein. Donc, le MAS a essayé de travailler sur ces sujets et se lancera sur 2021 sur ces modules. D'accord.
C'est intéressant. Je savais pas que vous aviez entrepris ces travaux-là avec l'ICSI, mais je pense que moi, je serais très attentif du coup à ça pour voir ce que ça donne, enfin, notamment les travaux sur la culture sécurité. Et, euh, et justement, ça continue dans ce que j'avais intention d'aborder sur la culture sécurité qui peut être mise en place par le MAS. Vous avez une vision de ce que je comprends de notre échange quand même, c'est très opérationnel de la sécurité. Et ce que je me demande, c'est finalement comment évolue le MAS, dans le sens, il y a des choses qui étaient vraies il y a 20 ans qui ne sont peut-être plus aujourd'hui. Mais pour autant, vous avez un manuel. Est-ce que celui-ci continue d'évoluer avec les enseignements et les retours que vous avez de vos entreprises adhérentes, ou est-ce que justement c'est assez figé et vous avez des principes et du prescriptif qui bougent pas du tout? Le référentiel évolue. Il a la dernière version en date. Alors, elle commence à être ancienne dans le référentiel, elle date de 2014. Celle d'avant était de 2009, de 2004. Donc, il y a eu des révisions. Il faut savoir que le référentiel est mis à jour par les adhérents, par les entreprises. C'est un référentiel, c'est le leur. Il y a un comité technique aujourd'hui qui existe, qui peut être en sommeil sur certaines périodes. Et là, dernièrement, il a été réactivé par ordre de mission du président de MAS, qui leur a donné une mission d'être à l'écoute de ce qui se passait. Voilà, de solliciter les adhérents, les auditeurs. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont compliqués dans le référentiel? Est-ce qu'il y a des opportunités d'amélioration? Est-ce qu'il y a des tendances? Voilà, c'est d'être à l'écoute. Et peut-être qu'il y aura une révision du référentiel. Peut-être qu'il n'y en aura pas encore pour le moment. C'est une cellule qui est active en sommeil par moment et qui fait attention à son environnement, à son évolution et qui fera peut-être une proposition d'évolution. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les régions, je crois, sont représentées. Et nous, on a un intervenant en Sud-Ouest qui fait partie de ce comité technique et qui nous sollicite, qui sollicite les auditeurs. Voilà, qui reste à l'écoute et qui contribue à ce groupe de travail pour faire évoluer. Mais en tout cas, ce comité technique est composé d'entreprises de l'association. C'est leur référentiel. Et donc, du coup, c'est à destination, voilà, vous avez dit des auditeurs, c'est pas une enquête qui serait ouverte, je sais pas, à tous les. Ah si, finalement si, mais à tous Si, à tous les. tous, oui, oui. D'accord. Oui, Ok. oui. Après, ils prennent en compte ou pas les remarques, ils les traitent. Mais tout ne sera pas, parce que tout le monde veut amener sa proposition. Ils sont à l'écoute et voilà, ils prennent en compte les remarques. Certaines feront peut-être évoluer le référentiel, d'autres non. Mais ils sont à l'écoute de tout ça. D'accord. Et, et après, j'ai une question un peu plus, peut-être un peu avocat du diable, mais du coup, aujourd'hui, le MAS enfin, je pense que pour tous ceux qui le connaissent, ils reconnaissent justement son efficacité, on en a parlé. Mais finalement, moi, je trouve aujourd'hui qu'il est assez peu connu, le MAS, des gens voilà, qui ont, dans le monde industriel, ça progresse, mais il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas entendu parler. Comment vous pouvez expliquer ça aujourd'hui? Alors, on va partir des écoles. Mhm. Aujourd'hui, on enseigne l'ISO, Ouais. on parle des systèmes de management et on parle rapidement du MAS. C'est fait partie de la feuille de mission, la feuille de route du MAS au niveau national, du conseil d'administration. On a une feuille de route et c'est un des sujets prioritaires. Alors, on a contribué en Sud-Ouest à travailler sur ce sujet. On a mis en place des supports de formation dans les écoles parce qu'on intervenait déjà, mais ce n'était pas très homogène, avec aussi comme objectif d'inonder les écoles de notre message. On a essayé d'identifier les écoles qui en avaient le plus besoin. En général, les écoles sont tout à fait partantes pour nous faire intervenir parce qu'on est sachant, on connaît le référentiel, on connaît les associations. Et surtout, on se rend compte qu'après, on rencontre des étudiants qui sont tout jeunes dans le marché du travail, qui arrivent pour accompagner l'entreprise dans sa démarche et qui ne connaissent pas le MAS. Et c'est quand même dommage parce que ça serait un atout pour ces jeunes candidats dans les entreprises.
Mhm. Voilà, donc c'est clairement une problématique qui a été identifiée et on y travaille. Donc, nous, aujourd'hui, en Sud-Ouest, on intervient auprès de certaines écoles et on voit que petit à petit, ça évolue et on essaye de trouver des contacts pour avoir de plus en plus de missions. Après, tout ça prend du temps, donc on ne pourra pas aller facilement dans toutes les écoles, Mhm. mais on y travaille. Et ça contribue aussi à la notoriété et à la connaissance de masse dans tout secteur d'activité. Oui, parce que ça se limite du coup pas que aux industries, mais aussi à toutes les activités économiques qu'il y a en France. Et pas qu'en France d'ailleurs, je crois, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. On a aujourd'hui deux associations assez récentes qui sont Amaz Sénégal et Côte d'Ivoire. Mhm. Voilà. Après, on a eu un changement de présidence il y a quelques années avec une structure nationale qui s'est professionnalisée. Aujourd'hui, ils interviennent auprès du ministère de la Santé, dans les instances, avec l'ADREAL, les CARSAT, etc. Il y a une visibilité qui s'est, je pense, vraiment agrandie euh, et professionnalisée. Voilà, le MAS a franchi un cap en termes de communication aussi sur les réseaux sociaux, sur son site internet. Ça devient beaucoup plus lisible pour l'extérieur. Bien sûr, je mettrai tous les liens du MAS et du coup ce qu'on a mentionné en description. Ça permettra de faire découvrir aux auditeurs qui connaissent peut-être pas. Et du coup, plus précisément, en tant qu'administrateur au MAS Sud-Ouest, ça correspond à quoi en termes en termes d'action que vous avez à accomplir? Alors, notre quotidien, c'est l'accueil des futurs ou nouveaux adhérents, les renseigner. Mhm. Qu'est-ce qu'est le MAS, comment on adhère, comment on s'inscrit, comment se passe l'audit, qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans l'entreprise, qu'est-ce que nous apporte le MAS. Voilà, ça c'est notre quotidien et la planification des audits. Parce qu'on est une plateforme tournante un petit peu, on est le lien, on est un triangle avec l'entreprise, le cabinet d'audit et nous. On est au cœur de cet audit de certification. Notre quotidien, c'est planifier les rendez-vous avec les entreprises parce qu'on a des rendez-vous collectifs et individuels et aussi l'organisation des événements, les assemblées générales annuelles de l'association, les tables rondes, les groupes de travail qu'on peut avoir régionalement. Voilà, ça c'est notre quotidien. D'accord. Et finalement, donc vous étiez déjà dans le domaine QSE. Pourquoi vous vous êtes lancé dans cette mission d'administrateur MAS? Alors, c'est mon parcours qui a fait cette rencontre-là. Moi, j'arrive de l'industrie chimique. J'ai Mhm. été coordinatrice sécurité sur des plateformes industrielles chimiques, des sites Céveso seuil haut de la chimie. Et bon, voilà, à la fin d'un CDD, le MAS Sud-Ouest est arrivé et rapidement, il a fallu construire l'association et il a fallu trouver ce poste administrateur. Donc, ça s'est fait de cette façon. La structure qui m'emploie a aidé à monter l'association MAS Sud-Ouest. L'industriel chez qui j'étais est un membre fondateur de l'association. Et c'est naturellement qu'on m'a proposé ce poste-là. Donc, je suis arrivée en même temps que l'association MAS Sud-Ouest a été créée. D'accord. Ah, je savais pas que vous étiez arrivé au tout début. Et du coup, ça devait être quand même assez. Enfin, tout était à construire. Ça devait être quand même particulièrement. Enfin, en tout cas, ce serait un challenge intéressant en tout cas. Alors, c'était très intéressant, très intense les premiers mois parce Mhm. que on a fait adhérer à peu près 300 entreprises en quelques mois d'existence de l'association. Il n'y avait rien, il fallait tout construire. Alors, on a eu du parrainage avec les autres associations locales qui existaient. Ça a toujours fonctionné comme ça. C'est Maz Normandie de France Centre qui nous a tutorés et accompagnés dans cette démarche-là, qui nous a formés parce que le poste d'administrateur, c'est particulier, donc il faut être formé. Il fallait apprendre le référentiel aussi parce que moi, je ne le connaissais pas forcément. Je manipulais le DT78 dans mon quotidien, mais pas Mhm. le MAS. Donc, il a fallu qu'on fasse une formation accélérée en quelques temps. Oui, les débuts, mais ça a été une démarche collective parce que ce sont des membres fondateurs qui se sont mis autour de la table et qui ont dit il faut créer l'association locale, les premières élections des élus, qui prend la présidence et les comités de pilotage. Et voilà, tout le monde était dans la même situation et tout le monde s'est serré les coudes pour que ça fonctionne et rapidement parce que derrière, les entreprises
avaient leurs échéances de certification et ça n'attendait pas. D'accord. Et du coup, c'est très intéressant. C'est vrai que je ne savais pas cet aspect-là. Et donc, ça fait 12 ans maintenant que vous êtes administrateur du MAS Sud-Ouest. Oui. C'est une mission qu'on peut qualifier de longue, je pense. Qu'est-ce que vous en tirez? Qu'est-ce que vous appréciez le plus justement dans cette mission-là? Le réseau. Le réseau que m'apporte cette association. Aujourd'hui, on a 600 adhérents. Le réseau aussi extérieur de l'association, toutes les associations locales au niveau national, l'échange continuel qu'on a les uns avec les autres. C'est une famille, le MAS. Moi, maintenant, ça fait 12 ans, donc il y a des entreprises que je connais depuis plusieurs années. C'est vrai que ce réseau, quand on fait l'assemblée générale, quand on fait les animations, les tables rondes, c'est toujours un plaisir de voir les gens. D'ailleurs, c'est ce qui nous manque en ce moment avec la crise Covid. Mhm. Mais voilà, ce réseau, et ce qui me plaît le plus, c'est de voir une entreprise, de la suivre de son début, qui peut être un peu difficile, un peu chaotique, un peu perdu, à avoir des entreprises qui renouvellent de 3 ans en 3 ans des certifications. Ça, c'est vraiment gratifiant de voir les entreprises évoluer positivement. Et puis, des fois, contribuer au système en candidatant aux élections pour être au conseil d'administration. On se dit qu'elles ont parcouru un sacré chemin. Mais voilà, ce réseau au sein des associations est vraiment enrichissant. Ouais, c'est un beau message. Ça rejoint ce qu'on disait sur la continuité et voir comment progressent les entreprises d'année en année. Je trouve que c'est vrai que ça doit être assez passionnant de le vivre aussi longtemps. On va passer à une partie plus recommandations. Est-ce qu'il y a des ressources que vous pourriez recommander à nos auditeurs en lien avec la prévention des risques? Alors moi, je suis très, très réseaux sociaux. Je trouve qu'on fait comme outil de veille en matière de prévention des risques. Mhm. Je trouve que LinkedIn et Twitter sont vraiment un moyen d'accéder rapidement à plein d'informations. Moi, je m'en sers dans mon quotidien pour communiquer pour l'association, mais même à titre personnel. Et je trouve qu'on y trouve des choses soit visuelles, soit des articles intéressants. Voilà, moi, je me sers beaucoup des réseaux sociaux. Après, je pense, comme beaucoup de préventeurs, les revues classiques, Travail et Sécurité et PIC Magazine, c'est quand même Mhm. les bibles des préventeurs. Voilà. Ouais, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Pic Magazine qui a parlé du podcast dans sa dernière édition. C'est vrai que c'est une revue qui est toujours très suivie et très lue. Et donc, je vous rejoins complètement là-dessus. Donc, j'ajouterai une fois de plus dans la description de l'épisode. Euh, Est-ce qu'il y a des outils digitaux ou des applications que vous utilisez ou que vous recommandez dans le cadre de votre activité? Alors justement, là, c'est des points où je vais non, je vais pas avoir d'outils en tête. Après, voilà, je vois tellement de choses avec nos adhérents qui développent leurs propres outils internes de déclaration, de remontée de situations dangereuses. On voit plein de choses, mais qui ne sont pas forcément accessibles sur le marché, donc difficile D'accord. d'en faire une promotion particulière. Ça marche. Et du coup, une nouvelle question maintenant que je voulais ajouter. Est-ce qu'il y a une innovation une innovation en prévention des risques qui vous a récemment intéressé et que vous voudriez nous partager? Alors oui, pour ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, on a eu la finale des Maz Awards cette semaine. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, Ça, c'est un challenge en matière de santé, sécurité, environnement qui a été déployé il y a plusieurs années dans les associations locales. Bon, on l'a déployé en 2018 pour les 10 ans de l'association et il y a eu la finale nationale. Et je laisserai les gens écouter et regarder les vidéos des 4 finalistes parce que là, ça illustre totalement la créativité, l'ingéniosité et la bonne voilà, la logique aussi d'écouter les gens de terrain pour faire progresser la prévention des risques. J'ai 4 initiatives en tête, ou 3
les trois finalistes qui ont été présentés lundi. On a le gagnant, qui est l'entreprise Foslev, qui a construit un outil de manutention de ces plaques de répartition pour ces engins de levage, ces grues. C'est vraiment parti d'une problématique d'accidentologie de ces grutiers. Voilà, c'est typiquement un outil qui a été conçu par l'entreprise. Donc, ce n'est pas un outil qui a été acheté dans le commerce, c'est une réflexion qui a été faite localement par l'entreprise. Et ça, vous avez le cas pour les trois finalistes, dont un qui était de Mass Sud-Ouest, qui est l'entreprise Saudi, qui a élaboré son propre exosquelette pour le nettoyage très haute pression, qui est vraiment un métier qui a des impacts sur le corps, sur la fatigue, sur les TMS, et qui a créé son propre exosquelette et qui a fini 3e de cette finale des Maz Awards. Ce qu'on apprécie avec ce challenge, c'est que c'est vraiment des préoccupations du terrain, des problématiques santé-sécurité des collaborateurs qui remontent par un outil qui est dans le référentiel, qui est la remontée de situation dangereuse, et qui amène à créer vraiment un outil fait maison pour réduire les impacts sur la santé. Et ça finit avec une finale des Maz Awards au niveau national. Et du coup, vous avez dit que c'était en vidéo, c'est disponible sur quelle plateforme? Alors, les 3 ou 4, tous les finalistes ont leur vidéo sur le site du Maz, donc maz-asso.com ou .fr, je ne sais plus. Voilà, toutes les vidéos sont accessibles puisqu'elles ont été présentées avec Préventica. La finale devait se tenir lors du Préventica Lyon, mais qui a été reportée. Donc, ça s'est fait en live sur un webinar lundi. D'accord, très bien. Moi, c'est vrai que je n'avais pas suivi pour le coup, mais j'irai jeter un œil pour voir ce type les vidéos directement sur votre site. Et c'est vrai que ça a toujours plus de valeur, j'ai l'impression, quand l'innovation, en tout cas la solution, elle vient de personnes qui rencontrent le problème tous les jours. Je pense quand même que ça a plus de poids et on peut déjà être plus convaincu de son adhésion par rapport à une solution qui peut être apportée d'ailleurs. Ok, très bien. C'est une très bonne recommandation. Et enfin, pour terminer sur la partie future et à venir de la prévention, comment vous voyez évoluer le métier de préventeur à moyen terme? Alors, je suis un peu perplexe avec cette question parce que je côtoie beaucoup de préventeurs. Et je trouve que je côtoie beaucoup de préventeurs qui sont un peu épuisés, fatigués au niveau de ce métier parce qu'on leur met de plus en plus de sollicitations et de missions sur le dos. Donc, je suis assez inquiète quand même par moment. D'accord. Parce que là, on a vu dernièrement qu'on nous a rajouté la casquette de monsieur et madame Covid. Voilà, je trouve que c'est quand même un constat. Alors, il y a toujours eu du turnover dans les entreprises sur ce poste-là, parce qu'il n'y en a pas 50 dans les entreprises, dans les petites et moyennes entreprises. Je trouve qu'on met de plus en plus de casquettes et de charges sur ces métiers-là. Il faut quand même être prudent, parce qu'il y a des personnes derrière ces postes-là. Après, je trouve que les préventeurs font preuve d'ingéniosité. Essaye de rendre la prévention assez ludique et adaptée à tous. Ça, je trouve que c'est vraiment un poste qui essaye de faire du participatif, d'impliquer tout le monde, tous les niveaux de la hiérarchie dans les entreprises et de rendre le message le plus ludique possible. On le voit sur tous les ateliers qu'on voit sur Internet, sur les réseaux sociaux qui sont déployés par les entreprises. On voit que vraiment le travail de préventeur, c'est plus le gendarme sur le terrain. Enfin, c'est pas que ça, mais c'est aussi rendre le plus clair possible les messages en santé et en sécurité. Moi, je vous rejoins. C'est vrai que il y a une première partie de votre réponse qui est un peu inquiétante, même si je la partage. Mais je suis d'accord que c'est en train de bien évoluer, néanmoins sur la partie plus ludique du métier et aussi une partie créative pour faire progresser la prévention. Et enfin, une phrase avec laquelle j'aime bien terminer, c'est quel conseil vous auriez pour la jeune Mélanie qui débutait dans le métier? Qu'elle fasse le maximum de terrain
dans ces premières années de métier, chose que j'ai fait parce que j'étais vraiment dans l'industrie chimique. Donc, je lui dirais, reste sur le terrain, même si c'est difficile par moment et que c'est pas drôle d'être dans une usine chimique sous la pluie, dans la gadoue pendant des heures à surveiller une intervention. Non, c'est là où j'ai appris le cœur du métier, que j'ai suivi ça avec des gens de terrain extraordinaires qui sont d'ailleurs toujours. Et vraiment, je lui dirais, continue, c'est dur. Mais après, ça enrichira tout le reste de ta carrière. Et voilà, maintenant, qui est plus basé sur les systèmes de management, mais reste bien sur le terrain. Ça marche. Très bon conseil. Écoutez, merci beaucoup Mélanie Garrido pour cet épisode. C'était très clair pour bien découvrir le MAS pour ceux qui ne le connaissaient pas. Et du coup, je vous remercie pour ce partage. Merci à vous. Et puis, voilà, tous les administrateurs, que ce soit en Sud-Ouest ou sur les autres régions, on est disponible pour plus d'informations en allant sur nos sites. Toutes les coordonnées sont disponibles. Oui, ouais, et justement, oui, pour si jamais les auditeurs veulent continuer la discussion avec vous, ils peuvent vous retrouver voilà sur les réseaux sociaux, pardon, sur le site et vous contacter en direct. Exactement. On a nos téléphones, nos mails, le site internet de l'association, le site internet du MAS, sur les réseaux sociaux, sur Link. Voilà, on peut tout retrouver. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cet épisode et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!